Olivier, si on va plus loin et qu'on réfléchit à nouveau avec le prisme de la montagne, comment on peut faire ressortir cette spécificité en fait et d'insister, d'enfoncer le clou sur la montagne à travers les signes de qualité? Alors, moi, je voulais revenir sur, par rapport à ce que vient de dire Julien, la jungle des labels. Julien vient de l'expliquer de manière absolument hyper précise. On a une grande chance en montagne par rapport à cette jungle et cette difficulté de compréhension qui est absolument clairement établie. C'est que on a clairement en montagne, principalement, on le disait tout à l'heure, vous voyez, avec Aurélien, des appellations d'origine. On a beaucoup de produits avec des appellations d'origine. Et on sait que l'image, globalement, des appellations d'origine, elle est plutôt bonne, voire très bonne. C'est-à-dire que pour les consommateurs, quand on interroge les consommateurs, quelle que soit leur catégorie ou leur région, etc., derrière, ils mettent des valeurs très positives derrière les appellations d'origine. Et alors, l'image des produits de montagne, elle est très, très, très bonne. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'études qui sont faites régulièrement et qui confirment en permanence que le fait de mettre le mot montagne sur un produit alimentaire et quelles que soient les catégories de produits, on augmente très significativement la perception de manière positive. Et au travers des études qui peuvent être menées, qu'on renouvelle régulièrement les uns et les autres, on retrouve toujours les trois mêmes attributs, pureté, naturalité, tradition. Le mot montagne, c'est comme ça. Il véhicule ces valeurs-là, pureté, naturalité, tradition. Que ça soit vrai ou pas vrai, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que les produits de montagne, tous sont avec cette réalité objective, mais en tout cas, la perception et la manière dont les consommateurs, en général, l'expriment, on retrouve toujours ces trois mots. Et ça, sur des études qui remontent depuis de nombreuses années. Donc sur les filières de montagne, qui ont ces handicaps dont on parlait tout à l'heure, cette image, elle est positive. Après, évidemment, il ne suffit pas de mettre produit de montagne ou de mettre une appellation d'origine ou une IGP ou une AOP ou un signe officiel ou privé, comme le rappelait Julien. Après, il faut le faire savoir. Après, il faut communiquer. C'est le travail, par exemple, de la marque Origine Montagne, hein, de communiquer. Et c'est très important de rendre visibles ces démarches en expliquant objectivement ces réalités. On a parlé rapidement de la charte Origine Montagne tout à l'heure. C'est le support des valeurs. C'est le support des valeurs pour dire, bah voilà, quand vous voyez ce signe, quand vous voyez ce mot montagne sur un produit et différentes catégories de produits, eh bien, il y a du contenu. Donc, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, il faut pouvoir communiquer avec une exigence également de cohérence entre les pratiques réelles, les valeurs perçues, pureté, naturalité, tradition, goût aussi. Le goût est très souvent là aussi sur les produits de montagne. Et puis ce que vont vraiment percevoir les gens quand ils achètent le produit et quand ils le consomment, sachant que je voulais juste rappeler, on est sur des marchés de niche quand même, hein, on est sur des marchés de niche. L'objectif n'est pas de toucher, et c'est pas possible. Et si on prend sur la filière port de montagne avec la marque Origine Montagne, c'est impossible de faire face à l'ensemble du marché de la consommation des produits de la filière port avec produits Origine Montagne. Donc, on s'adresse à des gens, à des consommateurs qui sont curieux, intéressés, qui s'interrogent sur la qualité de leur alimentation, y compris les nouvelles attentes sociétales, qui sont de moins en moins nouvelles d'ailleurs, dont viennent de parler Aurélien et Julien, et qui sont très présentes. La charte Origine Montagne, elle était un peu en avance parce qu'elle elle avait intégré ça depuis maintenant pas mal d'années. Et donc, il faut continuer absolument à parler, à communiquer sur les contenus en s'appuyant sur cette opportunité très forte qui est la perception positive des appellations d'origine et de la mention produit de montagne qui est cadrée dans la réglementation européenne. Julien, on parle finalement de cette image positive, cette aura, on va dire, qu'a la montagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez
perçu peut-être à travers certains exemples. Et est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les nouvelles générations aussi ont cette fibre montagne? Est-ce qu'il y a des produits qui ont eu la cote et puis finalement un peu moins? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors, au-delà des consommateurs, c'est la société dans son ensemble qu'il faut interroger à ce prisme-là. Et effectivement, ben, l'image positive de la montagne, c'est quelque chose qui est une réalité. Olivier a raison. De même que l'image positive de la ruralité, moi qui me revendique un petit peu comme ruraliste, voilà, ben, ce sont des mots qui, effectivement, à certaines époques, étaient plutôt vus très négativement. Voilà, la ruralité avant les années 60, par exemple. La montagne, c'est peut-être un peu plus ancien avec la démocratisation du ski, etc. Mais c'était des endroits reculés, des endroits archaïques, peu accessibles, pauvres, sales, tout ce que vous voulez. Voilà, le plouc, l'image du plouc, par exemple, dans les géographes avec lesquels on travaille, c'est un petit peu ça qui ressort. Et puis, en tout cas, pour la ruralité, la montagne, peut-être aussi au même moment, mais après les années 60-70, on a eu un renversement des valeurs. Et jusque-là, le fait d'aller en ville, c'était vu comme une promotion sociale. Et puis ensuite, ça a été l'inverse. Voilà, la ruralité s'est rechargée à nouveau de valeurs positives. Et la montagne aussi, finalement. Donc on a, et je parle même pas des consommateurs là, mais de la société en général, on a cette image positive finalement qui est toujours là et dont il faut absolument effectivement se servir. Et les qualificatifs qu'emploie Olivier sont tout à fait les bons. Aurélien a cité André Valadier tout à l'heure et j'ai envie de le citer aussi par contre en disant la chose suivante: soyez attentifs à la promesse que vous faites. Sinon, effectivement, vous n'êtes que sur une garantie de provenance et donc vous allez valoriser, c'est André Valadier, donc président de Jeunes Montagnes, la coopérative Jeunes Montagnes, le Laguiole, qui disait vous allez valoriser uniquement le code postal. Et ce qui est un peu dommage, voilà, ce qui n'est pas le but recherché. Donc, quelle est la promesse que vous faites aux consommateurs quand vous mettez en avant cette charte montagne? Effectivement, en termes de rémunération des producteurs, voilà, c'est un élément important aussi, en termes de durabilité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit écologique. Voilà, il faut être aussi capable de mettre en avant un message et une promesse pour les consommateurs. Et ça, c'est très, très important, quelle que soit la démarche, qu'elle soit publique, privée, quelle que soit la démarche de la jungle qu'on étudie, toutes sont confrontées à cette nécessité d'avoir une promesse comprise et garantie par une charte, par un cahier des charges en général. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Julien, Oui, c'est vraiment important parce que cette promesse, on a balayé différentes logiques. Une logique d'appellation d'origine, par exemple, elle est sur un nom géographique d'une zone bien définie, à un endroit particulier, qui a donc une identité particulière là. Et si on parle du Laguiole, voilà, il y a l'identité ici sur cette zone-là et une appellation d'origine dans une autre zone de montagne ailleurs, dans les Pyrénées, dans les Vosges ou dans le nord du Massif central. Elle a une autre réalité géographique, de paysage, de savoir-faire, etc. Et donc, une autre appellation aura d'autres critères. Et Aurélien l'a très bien expliqué tout à l'heure. Dans le cahier des charges, on va codifier ces pratiques qui sont évidemment pas les mêmes puisque chaque appellation est unique. La montagne, en tout cas, là, on est sur quel avenir pour les filières de qualité en montagne. Donc, on a ces zones à enjeux forts, à forte identité. On a des zones qui n'ont pas d'identité forte dans les zones de montagne en général, ou les territoires de montagne. Le mot zone, on s'est rendu compte que dans un certain nombre d'enquêtes consommateurs qu'on a pu faire, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il nous parle bien à nous professionnels, les zones de montagne, puis administrativement, c'est un devis comme ça. Au niveau des consommateurs, c'est une catastrophe. Le mot zone, lui, alors là, il a une image très, 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 très péjorative. La zone de montagne, la zone, c'est pas ça. La zone, c'est les banlieues, c'est des coins perdus. Donc, vis-à-vis des consommateurs, vraiment, c'est un mot à ne pas utiliser, les zones de montagne. On a la montagne, des montagnes, des territoires de montagne, mais on sait que par rapport à cette perception, ce dont on parlait tous les trois avant, très positive de la montagne, c'est la montagne en général, c'est une sorte de montagne idéalisée qui n'existe pas. Et puisqu'il y a des montagnes, comme ça a été dit tout à l'heure, et quand on a travaillé il y a pas mal d'années, je parlais de la charte Euromontana, on s'est dit quoi? On s'est dit au niveau européen, les montagnes, c'est avant tout une diversité. Parce que les zones de montagne au niveau européen, ça va du nord de l'Europe jusqu'à l'Andalousie, en passant par en effet le Massif central, en France, ou les Alpes, qui sont des montagnes très différentes. N'empêche que les consommateurs,
sur ces qualificatifs que je parlais tout à l'heure, ils ont des images qui sont à peu près toujours les mêmes, de montagnes pointues, de neige, de pics enneigés, d'animaux sauvages, et ça, c'est des images très positives. Et c'est pour ça que j'insistais sur ce que vient de dire Julien, parce que c'est extrêmement important ce décalage, le risque de décalage entre ces images, entre les zones de montagne, elles sont idéalisées avec ces images très positives. Puis si je me déplace et que je vois que cette montagne, finalement, elle n'est pas du tout comme je l'avais imaginé, là, il faut faire attention. Cette promesse, parce qu'elle est perçue comme ça, c'est la montagne en général. Donc, on a ces deux réalités dans nos zones de montagne. On a ces territoires à fort enjeu, à forte identité, où il y a des produits d'appellation d'origine à très forte identité, où là, ils ont leur identité, leurs images. Et on a des zones de montagne, on a la montagne en général. Et c'est pour ça qu'au niveau de la réglementation, l'utilisation du mot montagne, il a tout son sens du terme produit de montagne, parce qu'il va permettre d'être utilisé dans des territoires qui n'ont pas d'identité forte, qui n'ont pas d'appellation d'origine. Il n'y a pas forcément un grand intérêt à rajouter sur une appellation d'origine fromagère du Massif central ou des Alpes ou des Pyrénées, qu'en plus c'est un produit de montagne. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas évident. Il y a d'abord l'appellation d'origine. On a des filières et des territoires qui n'ont pas de forte identité en montagne, par contre qui peuvent dire, nous, on est produit en montagne avec ces images positives. Voilà, donc cette question de la promesse et du décalage, oui, il faut être très vigilant et travailler ça avec beaucoup de précaution, mais il faut donc savoir communiquer fortement là-dessus.